Bonjour, cette vidéo va vous présenter la première partie de deux parties pour le module 2 du CCNA 3 version 7, la configuration OSPF V2 en zone unique. Le plan de la présentation. L'objectif du module au complet, c'est de mettre en œuvre le protocole OSPF V2 à zone unique sur des réseaux à accès multiple point à point et de diffusion. Les différentes sections qu'on verra, donc pour commencer, on va revenir sur les numéros d'identification des routeurs en OSPF. On va faire les configurations pour les réseaux point à point OSPF, puis les configurations pour les OSPF en accès multiple. Ce qu'on verra dans la prochaine partie, c'est les modifications au protocole OSPF V2 en zone unique, la propagation de la route par défaut et finalement la vérification du protocole OSPF. Le numéro d'identification des routeurs OSPF. Pour les différents exemples, on va utiliser cette topologie qui sera notre topologie de référence. Donc, dans cette topologie-là, pour le moment, les routeurs ont déjà été configurés au niveau des adresses, mais il n'y a aucun routage statique et dynamique qui est actuellement configuré sur les routeurs. On remarque que l'ensemble des interfaces, à l'exception ici du loopback qui s'en va vers Internet, et à l'intérieur de la zone 0, là, ce qu'on appelle la zone fédératrice ou la zone dorsale, dépendamment de la traduction qui en est faite. Zone dorsale, ça vient de l'idée, là, en anglais, ils appellent ça le backbone. Petite remarque, donc dans la topologie, vous remarquerez qu'on utilise maintenant des loopbacks. Bon, l'idée d'utiliser ça, c'est que vous puissiez faire ces exemples-là sur, par exemple, des équipements qui n'auraient que des gigabits comme port déjà installé, comme interface déjà installée. Donc, le fait de faire le reste des configurations avec des loopbacks, ça rend la possibilité de refaire ces configurations-là sur des équipements qui auraient seulement que les 2 gigabits d'installer, ce qui est souvent le cas. Le mode de configuration du routeur pour OSPF. OSPF est activé en utilisant la commande de mode de configuration en mode de configuration globale router OSPF, puis cette fois-ci, on lui donne un numéro de processus. Donc, la valeur du process ID, le numéro de processus, ça représente un nombre qui va être compris entre 1 et 65 535, donc c'est 16 bits, puis est sélectionné par l'administrateur de réseau. Donc, c'est de façon arbitraire qu'on va déterminer ce numéro-là. La valeur du process ID est significative seulement que localement, donc on pourrait faire routeur ou SPF, process ID, puis nous autres mettre par exemple 1 sur routeur 1, 2 sur routeur 2, 3 sur routeur 3. Puis ça n'empêcherait pas les routeurs de fonctionner sur la même zone parce que ce qui est important pour que les routeurs ou SPF fonctionnent ensemble, c'est que la zone soit la même, puis on verra là, certaines caractéristiques là, au niveau du protocole, comme on avait déjà discuté. Mais le numéro de process, ben, il y a une signification seulement que localement. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact au niveau des différents routeurs. Il est quand même recommandé d'utiliser le même process ID sur tous les routeurs. Là, ça facilite naturellement l'administration. Ici, on a un exemple. Donc, on est en configuration globale. On rentre router OSPF 10 pour le process ID 10. Comme on disait, 10 a été choisi de façon arbitraire. Puis on a les différentes commandes qui sont affichées là, en faisant point d'interrogation. On voit quand déjà il y en a un petit peu moins que RIP. C'est rigolo parce que quand on y pense, OSPF est plus avancé, plus évolué comme protocole. Mais il y a moins de commandes. Donc, c'est quand même en bout de ligne plus simple à configurer. Un petit retour sur l'ID du routeur. Donc, on se rappelle que les routeurs ont un numéro d'identification, le RID, en OSPF, qui est une valeur de 32 bits qui ressemble à une adresse IPv4. Donc, les ID de routeurs sont utilisés pour identifier de manière unique un routeur OSPF. Donc, c'est la façon dont on va les distinguer. D'ailleurs, quand on va faire apparaître les différentes les bases de données OSPF, on verra là, que c'est par rapport au numéro d'identification qu'on voit les associations qui sont faites. Tous les paquets OSPF incluent le numéro d'identification du routeur d'origine à l'intérieur. Chaque routeur doit disposer d'un numéro d'identification pour pouvoir participer à un domaine OSPF. Comme on avait vu, le numéro d'identification peut être défini par l'administrateur manuellement ou il va être attribué automatiquement par le routeur. Le numéro d'identification des routeurs est utilisé pour participer à la synchronisation des bases de données OSPF. Donc, pendant l'état Exchange, là, où le routeur qui a le plus gros ID, c'est celui qui va être déterminé pour envoyer les paquets de bases de données résumées, les DBD. Ensuite, il est aussi utilisé pour participer à l'élection du routeur désigné.
Donc, quand on a un environnement là, où on a accès multiple, donc par exemple les Ethernet, les liaisons Ethernet, ben, on va avoir, comme on se rappelle, le routeur désigné puis le routeur de secours désigné. Pour déterminer le RID, ben, il y a un processus qui utilise trois sélections. Donc d'abord, ben, l'ID de routeur, il peut être configuré de façon manuelle, donc de façon explicite, à l'aide de la commande quand on est en configuration OSPF, router ID, puis on rentre ben, le numéro, la combinaison RID qu'on veut mettre. Donc la valeur RID, ben, c'est toute valeur de 32 bits exprimée sous la forme d'une adresse IPv4. C'est la méthode recommandée pour attribuer un ID de routeur. Parce que sinon, ben, on ne sait pas trop. Naturellement, ça se fait, on peut le déterminer, mais c'est un petit peu moins explicite. Donc, on pourrait avoir des comportements inattendus. Donc, s'il n'a pas été configuré de façon explicite, le routeur va choisir l'adresse IP la plus élevée parmi celles des interfaces de bouclage configurées. Donc, c'est une des utilisations, soit dit en passant, des interfaces de bouclage là, sur les équipements. Donc, c'est la meilleure solution, hormis l'attribution directement du RID. Bon, si on n'a aucune interface de bouclage, il va utiliser l'adresse IPv4 la plus élevée parmi les interfaces qui sont actives. Parce que ça prend au moins une interface IPv4 active pour être capable de participer à OSPF, donc en V2. Donc, c'est la méthode qui est la moins recommandée, cependant, parce que ben, c'est difficile de distinguer les routeurs spécifiques avec l'adressage IP seulement. Donc, ça devient moins évident. C'est sûr que si on a une numérotation des routeurs claire au niveau des RID, ça permet de les reconnaître là, dans les différents domaines. Donc, configurer une interface de bouclage comme identifiant. Donc, au lieu de s'appuyer sur l'interface physique, l'idée du routeur peut être affectée à une interface de bouclage. Donc, en règle générale, l'adresse IPv4 du type d'interface de bouclage, c'est configuré en utilisant un masque de sous-réseau de 32 bits. Donc, tu ne peux pas être plus spécifique que ça parce que, en fait, naturellement, il n'y a aucun autre périphérique relié à l'interface de bouclage comme telle. Bon, cette méthode permet de créer une route d'hôte de façon efficace. Donc, une route d'hôte 32 bits ne serait pas annoncée comme une route vers d'autres routeurs OSPF. On verra qu'on peut contourner ça avec une petite commande. Ici, on voit, on est en configuration d'interface, interface loopback 1. On rentre l'adresse IP sur R1 en disant, OK, ben, l'adresse IP, c'est 1.1.1.1, puis le masque, c'est un /32. On sort de là. Puis on peut faire show IP protocol, puis inclure ben, le routeur ID. Parce que show IP protocol, on se rappelle, c'est pour faire apparaître des informations sur le protocole de couche 3. Puis dans ce cas-ci, ben, ça suppose évidemment qu'on a activé OSPF, puis on verrait le routeur ID 1.1.1.1 dans les informations. Dans l'exemple, dans cet exemple-là, ben, on suppose que le RID n'avait pas été déterminé manuellement, puis qu'il n'avait pas été non plus déterminé de façon automatique, parce que pour être capable de le faire apparaître, donc de le changer, on verra qu'on doit relancer OSPF sur le routeur. Petite remarque aussi, pour ceux qui se posaient la question, on n'a pas besoin d'activer OSPF sur l'interface qu'on a configurée. Donc, ça, c'est fait complètement séparément. Donc, c'est pas parce que, par exemple, pour l'interface gigabit, ben, on n'a pas besoin de mettre cette interface gigabit-là dans les networks qu'on va annoncer par OSPF pour qu'elle soit utilisée. Donc, c'est vraiment juste celles qui sont actives au moment où on fait la configuration qui vont déterminer laquelle dans l'ordre, comme on a vu tantôt. Si ce n'est pas fait de façon explicite, de façon implicite, il va choisir la première interface de bouclage avec l'adresse la plus élevée. Ensuite de ça, il va choisir, ben, si on n'en a pas, il va s'en aller vers les interfaces, par exemple les interfaces gigabit, pour choisir l'adresse IP la plus élevée. Et ce qui est recommandé, évidemment, dans les bonnes pratiques, c'est de configurer de façon explicite l'idée de routeur. Ici, ben, on a les ID. Dans ce cas-ci, c'est assez facile. 1.1.1 pour R1, 2.2.2.2 pour R2, 3.3.3.3 pour R3. Donc, c'est des configurations quand même assez évidentes. Donc, dans la topologie de référence, l'idée de routeur pour chaque routeur est attribuée, comme je viens de dire, donc R1, tout D1, R2, tout D2, R3, tout D3.
Utiliser la commande en mode de configuration router ID avec l'adresse. Ici, on a un exemple. On est en configuration globale, on rentre dans le process 10 nous, on utilise pour notre configuration dans nos exemples. Router ID 1.1.1.1, puis c'est terminé. Donc, à partir de ce moment-là, le numéro de RID est configuré pour ce routeur-là. On peut valider la configuration avec Show IP Protocol. Donc, si ça ne correspond pas, ben, c'est qu'il y avait peut-être déjà eu une sélection, puis à ce moment-là, ben, ça serait recommandé de relancer. On va voir la commande pour relancer le OSPF dans quelques diapos. Bon, justement, la modification de l'ID de routeur. Donc, après la sélection d'un ID de routeur, un routeur OSPF V2 actif ne permet pas de modifier cette ID tant que le routeur n'a pas été rechargé ou que le processus OSPF n'a pas été désactivé. Bon, évidemment, relancer le routeur au complet, c'est un peu agressif comme approche, donc c'est peut-être plus efficace de relancer OSPF V2. Donc, dans l'exemple, pour R1, l'ID de routeur configuré a été supprimé et le routeur a été rechargé. Donc, ici, dans l'exemple qui est plus bas, on peut voir on a le Show IP Protocol, on peut voir le RID qui apparaît. Donc, le router ID en ce moment, c'est 10.10.1.1, puis qui a été sélectionné automatiquement. On s'en vient en configuration globale, on s'en vient dans le processus 10 de OSPF. On dit qu'on veut faire la configuration à 1.1.1.1, puis là, regardez ce qu'il nous dit. Il dit, il va falloir utiliser Reload, donc relancer le routeur complet, ou utiliser la commande Clear IP OSPF Process, qui va, au fond, relancer les configurations OSPF, donc ça relance le processus OSPF lui-même. On sort de là, on s'en vient en privilège. On aurait pu le lancer, soit dit en passant, à partir de configuration globale avec la commande do. Mais ici, il fait directement à partir de privilège. Donc, Clear IP OSPF Process. Il nous demande si on veut faire relancer le process. On fait oui. Puis, on peut voir maintenant, après avoir relancé, si on fait Show IP Protocol, puis on demande de voir le RID, on peut voir que maintenant, c'est 1.1.1.1. Donc, la sélection a été faite. Bon, dans les routeurs, là, où ce qu'on aurait des routeurs désignés, tout ça, ça serait aussi nécessaire d'aller relancer les processus sur les autres routeurs pour que le nouvel ID soit utilisé pour le processus d'élection. Sinon, ben, ça ne sera pas fait tant qu'il n'y aura pas une nouvelle situation où on a besoin de le faire. Les réseaux point à point OSPF. Comme pour RIP, on peut spécifier les interfaces qui vont appartenir au réseau avec la commande network. Donc, on peut dire à OSPF quel réseau est-ce qu'on veut inclure à l'aide de la commande network. Donc, vous pouvez également configurer OSPF directement sur l'interface avec la commande IP OSPF. Donc, les deux approches sont faites. Donc, soit en configuration du processus, on fait la liste de nos networks, soit on s'en va sur les interfaces qu'on veut inclure, puis on rentre IP OSPF, puis on dit à quel process est-ce qu'on veut l'associer. Donc, les deux commandes sont utilisées pour déterminer les interfaces qui participent au processus de routage pour une zone OSPF V2. La syntaxe de base de la commande network, c'est la suivante. Donc, quand on est en configuration du routeur OSPF, donc quand on a fait router OSPF, puis on a rentré le numéro de process, par exemple 10 dans nos exemples à nous, on rentre network, l'adresse du réseau, puis on entre le wildcard. Le wildcard, c'est le masque générique. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais on va voir, c'est l'inverse binaire d'un masque de sous-réseau. On va revenir là-dessus. Puis aussi, ensuite de ça, il faut spécifier dans quelle area dans quelle zone correspond ce réseau-là. Hein, parce qu'on peut avoir plusieurs zones sur un même routeur. Là, on se souvient, on avait des zones. Nous, dans les exemples qu'on fait aujourd'hui, c'est tout le temps la zone 0. Mais on avait vu qu'on avait des routeurs qui pouvaient être sur deux zones en même temps. Donc, ça ici, ça va permettre de spécifier quelle zone. Nous, dans tous nos exemples, ça va être 0 pour la zone. La syntaxe Network Address puis Wildcard Mask est utilisée pour activer OSPF sur des interfaces. Toute interface sur un routeur qui correspond à l'adresse réseau est activée pour envoyer et recevoir des paquets OSPF. Donc, à partir du moment où on l'inclut, ben, elle va se mettre à publier des messages OSPF. La syntaxe ARIA ID se réfère à la zone OSPF. Lors de la configuration d'une zone OSPF unique, le réseau doit être configuré sur la même valeur ARIA ID sur tous les routeurs.
Puis comme on disait, ben ça, normalement, c'est la bonne pratique, c'est de mettre la zone 0. Bon, le masque générique, le wildcard mask, je ne sais pas si on avait déjà parlé, comme je disais, mais en fait, c'est juste l'inverse du masque de sous-réseau. Donc, au niveau binaire, c'est juste son inverse binaire. Donc, par exemple, quand on a un masque, dans le masque générique, si on a un bit 0, ben, ça veut dire que la valeur du bit va correspondre dans l'adresse. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on faisait avec le masque de sous-réseau, hein. Dans le masque de sous-réseau, c'était les 1 qui permettaient de correspondre à l'adresse, puis les 0 annulaient, là. Puis dans le code du masque générique, ben, le comportement est inversé. Donc ici, dans le masque générique, si on a un 1, il va ignorer la valeur du bit qui correspond dans l'adresse. Bon, il faut savoir que à l'origine, l'avantage de ça, c'est vraiment au niveau des calculateurs. Quand ils font les traitements, ça allait plus vite, c'est plus facile mathématiquement pour eux d'avoir le masque générique dans certaines situations, puis le masque de sous-réseau dans d'autres. Bon, aujourd'hui, ça ne fait plus vraiment de différence. Puis d'ailleurs, on verra que certains systèmes d'exploitation, on peut rentrer le masque de sous-réseau, puis il reconnaît là, que c'est le masque de sous-réseau parce qu'on va voir les 1 commencent à gauche dans le cas des masques de sous-réseau, puis dans le cas des masques génériques, ben, c'est des 0 qui commencent à gauche. Donc c'est facile pour lui de déterminer si c'est un masque ou si c'est un générique ou de sous-réseau. La méthode la plus simple pour calculer un masque générique, ça va consister à soustraire de 255, 255, 255, 255 le masque de sous-réseau existant. Donc ici, je donne deux exemples, un pour un slash 24, un pour un slash 26. Donc j'ai mon 4 fois 255. Je soustrais le masque de sous-réseau, ben il me reste 0.0.0 255. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment l'inverse binaire, hein, où ce qu'on a des 1, c'est devenu des 0, puis où ce que c'était des 0, c'est devenu des 1. Donc, on voit vraiment, là, c'est vraiment l'inverse binaire. Ben, quand on n'est pas certain, on peut le faire directement à partir de ces valeurs-là. À partir de 255, ça nous évite là, de faire des fois les traductions en binaire. Quoique, quand on n'a pas des masques qui arrivent directement, il faut quand même les connaître. Donc, comme ici, un slash 26, là, on se rappelle 128 plus 64, donc 192. Donc, encore une fois, nos 4 255 moins le masque de sous-réseau, ça nous donne le masque générique pour un slash 26 qui serait 000.63. Bon, ici, là, j'ai mis des 3 zéros, tout ça juste pour qu'on les chiffres comme soient alignés, là, c'est plus facile de le voir. Puis évidemment, quand on fait la configuration, on ne rentre pas 3 zéros, là, on rentre 1 0, 0, 0, 255. Puis ici, 0.63, pas 0.063, évidemment. Justement, on va faire une petite activité. Vous allez avoir l'opportunité de répondre là, à l'aide de l'outil. Donc, calculer le masque de sous-réseau et le masque générique nécessaire pour annoncer l'adresse de réseau spécifiée dans le protocole OSPF. Donc, par exemple, vous faites le calcul pour 10.100.200.53/30. Excellent. Maintenant, refaites-le pour 192, 168, 14, 64/26. Très bien, on continue. On fait un dernier avec 172, 30, 00/16. Comme on a dit, pour faire la configuration des réseaux, donc en OSPF, il existe plusieurs façons de le faire. D'abord, dans la première approche, c'était d'utiliser la commande network. Donc ici, on est en configuration globale, on rentre dans la configuration OSPF process numéro 10, puis on fait la liste des réseaux qu'on veut inclure. On est sur R1 ici. R1, on veut rentrer le réseau 10.10.1.0, qui est notre loopback ici, mais qu'on a mis un slash 24 pour ce loopback-là, dans ce cas-ci. Puis le masque générique, vu que c'est un slash 24, c'est 0.0.0.255. Puis la zone, c'est 0. Donc area 0. Ensuite, on a le réseau 10.1.1.4 qui est ici, notre liaison entre R1 et R2. Dans ce cas-ci, c'est un slash 30. Donc, c'est 255 moins 252, il nous reste 3. Donc, le masque, c'est 0.0.0.3, zone 1, zone 0 encore. Et la dernière liaison, celle entre R1 et R3, network 10.1.12, donc qui est ici. Encore une fois, c'est un slash 30, donc ça nous donne le masque générique 0.0.0.3, puis la zone, c'est encore 0. Donc ça, c'est les configurations pour R1.
Petite remarque, encore une fois, ici, là, il y a certains iOS qu'on pourrait rentrer le masque de sous-réseau, puis ils vont l'accepter. Parce que les autres, ben, ils sont capables de détecter si on rentre ici 255.255.255.252, parce que c'est un masque de sous-réseau, puis ils sont capables de faire l'inversion eux autres mêmes. Ça facilite la tâche, mais prenez quand même l'habitude de faire avec le masque générique parce que ben, ce n'est pas toutes les OS qui le supportent. On a une alternative pour faire la configuration encore avec la commande network, mais cette fois-ci sans avoir à calculer le masque générique, c'est d'utiliser le masque générique que c'est tout des zéros. Pourquoi? Parce que en fait, la commande network, quand on l'exécute dans la configuration d'un process, ben lui, il va associer l'interface correspondante à la liste des interfaces qui vont opérer au SPF. Donc, c'est pas nécessaire de rentrer le réseau. On peut, dans ce cas-ci, spécifier au fond l'adresse IP spécifique de notre interface. Puis la façon de le faire, c'est que si on donne l'adresse spécifique, ben, on peut la faire avec un masque de sous-réseau /32. Puis un /32, ben, c'est tout des zéros, le masque correspondant. Donc ça devient quand même assez évident. Ben, la seule différence ici, c'est que pour le faire, il faudra spécifier l'adresse de notre interface et non pas l'adresse du réseau. Donc par exemple, ici, on le fait pour le gigabit 000 ici, où nous, notre adresse est 10.1.1.5 ici. Puis on rentre le 4.0 pour le masque générique, puis la zone 0, ça n'a pas changé non plus. On fait la même chose là, pour les trois exemples. Donc ici, notre masque sur le loopback 0, c'était 10.10.1.1, puis sur le gigabit 001, c'était 10.1.1.14. Donc on peut voir là, ici, les adresses ont changé, mais on utilise 4.0 pour le masque générique, parce que comme cette fois-ci, on spécifie directement notre adresse IP d'interface. Cette approche-là ou la précédente, ça a le même résultat. Ça va ajouter les trois interfaces ici à nos listes à nos interfaces qui sont dans le process 10 au SPF. Comme on dit, bon, l'avantage dans ce cas-ci, c'est juste de s'éviter le calcul du masque de sous-réseau. Bon, évidemment, il faut être conscient de l'adresse exacte là, de nos interfaces. On peut aussi configurer OSPF à l'aide de la commande IP OSPF directement sur les interfaces. Pour configurer OSPF directement sur l'interface, on va utiliser la commande en mode de configuration d'interface IP OSPF. La syntaxe, bon, ici on est en configuration d'une interface quelconque, IP OSPF, le numéro de process, puis quelle zone doit être associée. Ici, on avait déjà fait les configurations. On va supprimer nos configurations à l'aide de la commande no. Donc ici, on vient faire dans la configuration de notre processus 10, on vient enlever nos networks qu'on avait configurés. Ensuite, on s'en vient dans la configuration du gigabit Ethernet 3.0, puis on l'associe avec l'OSPF Process 10, zone 0. On fait la même chose, on s'en vient sur l'interface gigabit 001, on fait encore la même association, puis sur l'interface le back 0, on fait encore la même configuration. Donc, les trois méthodes qu'on vient de voir ont le même effet, c'est-à-dire d'ajouter ces trois interfaces à la liste des interfaces qui sont associées au process 10, puis bon, aux zones 0, évidemment. Je vous rappelle que si les zones ne correspondent pas, ben, ils ne vont pas s'associer avec les routeurs. Donc, ils ne vont pas échanger parce que si lui dit qu'il est sur la zone 1, lui dit qu'il est sur la zone 0, ben, ils ne vont pas former de contiguïté. Comme pour RIP, on a le concept des interfaces passives. Par défaut, des messages OSPF sont acheminés à partir de toutes les interfaces qui sont compatibles au SPF. Cependant, ces messages ne doivent être envoyés que vers des interfaces au fond qui se connectent à d'autres routeurs compatibles au SPF. Les messages OSPF V2 sont transmis par les trois interfaces de bouclage, même si aucun voisin OSPF V2 n'existe sur les réseaux locaux simulés. Donc, ce qui n'est pas nécessairement très efficace. Dans un réseau de production, ces bouclages seraient des interfaces physiques avec des réseaux et des utilisateurs et du trafic. Donc, l'envoi des messages inutiles sur un réseau local a trois effets néfastes sur le réseau. D'abord, ben, utilisation inefficace de la bande passante. Hein. On envoie des messages qui prennent du temps dans notre échange. Donc, la bande passante disponible est monopolisée par le transport de messages inutiles. Ben ensuite, on a une utilisation inefficace des ressources parce que ben, les périphériques locaux vont devoir traiter les messages puis devoir éventuellement les supprimer. Donc, alors que c'est totalement inutile de les envoyer dans cette direction-là ou à ces ressources-là. Puis finalement, ben, ça peut présenter un risque de sécurité
parce que sans les configurations de sécurité OSPF supplémentaires qu'on verra là, avec l'authentification, ben, les messages OSPF peuvent être interceptés à l'aide d'un logiciel de reniflage. Puis ensuite, ben, on peut faire des mises à jour modifiées, hein, qui seraient trompeuses, qui seraient retournées vers le routeur avec des fausses métriques, par exemple, pour altérer le comportement du routeur, soit pour rediriger des messages ou peut-être juste pour nuire au fonctionnement du routeur. Donc, dans tous les cas, ben, c'est un risque de sécurité. Pour configurer les interfaces passives, ça se fait exactement comme on avait déjà vu. Donc, on utilise la commande du mode de configuration du routeur Passive Interface pour empêcher la transmission des messages de routage via l'interface de routeur, mais permettre que le réseau soit annoncé aux autres routeurs. Donc, on se rappelle, le Passive Interface, ça faisait juste plus envoyer les messages vers cette direction-là, mais ça les annonçait quand même aux autres. Par exemple, ici, on est dans le routeur 1, on s'en vient encore dans notre configuration de notre process 10, puis on dit, ben regarde, n'envoie pas des messages vers loopback 0. Donc, Passive Interface, loopback 0, c'est encore la même commande qu'on avait déjà vue. Ensuite, si on fait un show IP protocol, bien, il nous fait dans la liste des interfaces, bon, les interfaces qui participent à la zone 0, puis on voit celles qui sont considérées comme des interfaces passives, bien, le loopback 0. Bon, évidemment, on ne peut pas mettre gigabit 001 puis 000 parce qu'à ce moment-là, bien, on n'enverrait plus des messages à R2 puis R3. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment juste retirer le loopback 0. Ici, on nous rappelle que c'est la commande show IP protocol qui a été utilisée pour faire cette vue-là. Bon, les réseaux point à point de OSPF. Donc, comme on avait vu, quand on a des liaisons série, il ne fait pas d'élection de routeur désigné ou de routeur de secours désigné. Mais là, on a une liaison point à point Ethernet. Hein. On a comme juste deux routeurs sur notre liaison. Pour vrai, on est relié directement à un autre routeur et non pas à un commutateur. Puis quand on fait show IP OSPF interface gigabit 000, donc notre liaison montante vers R2, ben, il nous dit ici dans les informations que le type de réseau c'est broadcast, hein, parce qu'on est sur du gigabit Ethernet. Puis ben, il a fait une élection. Donc le routeur désigné c'est le 222 parce qu'il y a un routeur ID plus grand. Puis nous, on est le backup. Donc le routeur 1 se retrouve à être le routeur de secours. Ben, c'est totalement inutile de procéder de cette façon-là. Ça surcharge pour rien parce qu'on verra quand même qu'il y a deux diffusions qui sont faites qui sont complètement inutiles. Donc, on peut soustraire ce type de liaison-là au processus d'élection et d'utilisation du DR en changeant le type de réseau de façon manuelle. Donc, on peut vérifier, comme on disait, avec la commande show IP OSPF interface sur l'interface qu'on veut voir le comportement. Naturellement, ça, ce n'est pas une configuration qu'on fera de façon globale parce que ça concerne chacune des interfaces. Hein. Le même routeur peut avoir des interfaces gigabit puis des interfaces série. Pour changer le type de réseau, bien, on s'en vient dans notre interface spécifique parce qu'encore une fois, je vous disais, ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer dans la configuration globale du routeur, donc dans le process. Il faut aller vraiment dans l'interface. On s'en vient dans la configuration de l'interface gigabit 000, puis on dit IP OSPF network, puis on dit le type point-to-point. Donc là, on dit utilise comme si tu étais un point à point. Bon, à ce moment-là, on voit ici le fonctionnement est tombé de full à down. Il y a eu un détachement, puis après ça, il s'est réattaché, puis il est passé de loading à full directement. Ensuite, ben, on fait la même chose sur l'interface gigabit 001 parce que c'est la même situation. Puis, ben, on ne touche pas au loopback parce que lui, ben, c'est pas la même chose. Ici, si on fait un show IP OSPF interface gigabit 000 comme on avait tantôt, ben, on peut voir maintenant le network type manqué point-to-point maintenant. Et plus bas, ben, on verrait qu'il n'y a plus de routeur désigné là, comme information. Les loopbacks puis les réseaux point à point. Donc, dans le cas présent, on utilise les bouclages pour fournir des interfaces supplémentaires à divers fins. Donc, dans le cas présent, comme on dit, on les utilise pour simuler des réseaux qu'on n'a pas sur les équipements. Donc, on veut simuler plus de réseaux que les équipements peuvent supporter pour faire les exemples. Donc, par défaut, les interfaces de bouclage sont annoncées en tant que route haute /32 parce que ben, c'est la configuration normale. Donc, par exemple, R1, si jamais on ne faisait pas de modification comme on va faire, ben, il annoncerait le 10.10.1.0/24 comme étant un /32.
quand il ferait l'annonce aux autres. Donc, par exemple, si on ne fait pas la modification, puis qu'on fait simplement les configurations de base sur OSPF, on verrait sur R2, ben, la route qui mène le loopback qui est de R1, mais on le voit ici comme 10.10.1.1/32, qui doit passer par R1 sur l'interface gigabit 00. Donc, pour simuler un vrai réseau local, ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire, de spécifier qu'on veut qu'on traite le loopback 0 comme quoi c'est un /24. Pour le faire, on s'en vient dans l'interface loopback 0, puis on dit, ben, traite donc le loopback comme si c'était un réseau point à point. Ben, à ce moment-là, il va utiliser le masque de sous-réseau qui a été utilisé lors de la configuration du loopback. On se souvient qu'on avait utilisé une configuration de loopback qui était un /24. Donc ici, quand on revient, on fait sur R2 show IP route pour le 10.10.1, on peut voir maintenant que le loopback qui nous affiche est 10.10.1.0/24. Donc ça a fonctionné. On est maintenant rendu à faire l'activité Packet Tracer 2.2.13. Donc dans cette activité Packet Tracer, vous allez effectuer les opérations suivantes. Donc, d'abord, vous allez configurer de façon explicite le RID sur les différents routeurs de l'exemple. Vous allez configurer la commande réseau sur R1 à l'aide d'un masque générique basé sur le masque de sous-réseau. Donc, ici, c'est là où on va faire la soustraction. Sur R2, ben, vous allez faire la configuration, mais cette fois-ci en utilisant le masque générique en 4.0, en utilisant l'adresse IP spécifique. Puis finalement, sur R3, ben, vous allez le faire à partir des interfaces. Vous allez aussi configurer les interfaces passives, puis ensuite vérifier le fonctionnement OSPF à l'aide des commandes show IP protocol puis show IP route. Les réseaux OSPF à accès multiple. Un autre type de réseau qu'on utilise avec OSPF, c'est le réseau multi-accès OSPF. Donc, les réseaux OSPF multi-accès sont uniques en le sens qu'un seul routeur contrôle la distribution des LSA. On se souvient, sinon on se retrouvait avec des situations où on avait des inondations de LSA. Qui pouvaient causer des problèmes. Donc, le routeur qui est élu pour ce rôle doit être déterminé par l'administrateur de réseau grâce à une configuration adéquate. OSPF peut inclure des processus supplémentaires en fonction du type de réseau. La topologie précédente utilisait des liens point à point entre les routeurs. Bon, cependant, les routeurs peuvent être connectés au même commutateur pour former un réseau multi-accès comme indiqué dans la figure. Si on a un exemple, là, on a un commutateur, plusieurs routeurs. Bon, puis là, il y avait les problèmes, comme on avait dit, d'inondation de LSA. Parce qu'à partir du moment où on a des diffusions ou multidiffusions, peu importe, ben, ils sont reçus par tous les routeurs. Donc, si tout le monde réagissait au LSA dans multidiffusion par chacun des routeurs, là, ça mènerait, là, comme on avait vu, rapidement là, à une tempête là, de LSA. Pour contrer ce problème-là, on avait vu que dans les réseaux multi-accès, OSPF va choisir un routeur désigné puis un routeur désigné de secours pour gérer cette situation-là. Comment ça fonctionne à l'interne? C'est qu'en réalité, le routeur désigné, puis le routeur de secours désigné aussi, va utiliser l'adresse PV4 multicast 224.0.0.5 qui est destinée à tous les routeurs OSPF. Donc, eux vont distribuer au fond les messages LSA avec cette adresse-là spécifique. Donc, c'est pour ça qu'elle va être traitée par les routeurs. Donc, on se rappelle que les messages sont dirigés vers le DR puis le BDR de façon implicite. Puis pour y arriver, ben, c'est qu'eux, on va voir, ils utilisent le 224.0.0.6. Comme on avait dit, là, le BDR, là, le Backup Designated Router, le routeur désigné de secours, lui, il va écouter de façon passive, puis faire au fond, être prêt à prendre la relève si jamais le routeur désigné arrêtait d'envoyer des messages hello. Donc, de façon automatique, dès que le temps mort est atteint, puis qu'il n'y a pas eu de message hello pendant, mettons, environ 4 fois le délai hello, le BDR va prendre automatiquement le rôle de DR. Donc, il va se désigner de façon automatique pour prendre le rôle. Pas d'élection, rien. Puis pendant que lui prend ce rôle-là, il va y avoir une élection, mais pour trouver le prochain BDR. On se rappelle aussi que tous les autres routeurs prennent à ce moment-là le rôle de DR Order, donc un routeur qui est ni un DR ni un BDR. Les Drotters utilisent une adresse multicast, eux autres 224.0.0.6. Donc eux envoient des messages
qui vont s'en aller vers le routeur désigné. On se rappelle, c'est un multicast, tout le monde le voit, mais il y a juste les routeurs désignés et de secours qui les traitent pour envoyer des paquets, leur LSA au fond, vers le routeur désigné. Les routeurs désignés, eux autres, comme on disait, c'est les seuls qui écoutent cette adresse multicast-là. Et eux, quand ils vont avoir traité le message, vont le rediffuser sur l'adresse 224.0.0.5 qui, elle, va être traitée par tous les autres routeurs. Ici, on voit un peu le fonctionnement. Donc, on a R1 qui envoie son LSA en multidiffusion, qui va être traité uniquement par les routeurs désignés. Le routeur désigné va renvoyer le message vers les autres routeurs pour qu'eux traitent là, justement le message qui était envoyé par le routeur R1. Très important, donc l'adresse de multidiffusion qui est à écouter uniquement par les routeurs désignés 224.0.0.6 et celle qui est écoutée par tous les routeurs qui sont dans le processus OSPF, c'est 224.0.0.5. Dans la topologie qu'on voit ici, maintenant on a 3 routeurs qui sont reliés par un commutateur. Donc on a une situation parfaite là, pour avoir un routeur désigné. D'ailleurs, le routeur désigné R3, c'est lui qui a été désigné, le routeur désigné parce qu'il y avait le RID le plus élevé. Le routeur de secours R2 parce qu'il y avait le deuxième plus haut. Puis ensuite le R1. Donc, comme les routeurs sont connectés sur un réseau commun à partir d'un accès multiple de diffusion, OSPF a sélectionné automatiquement un DR et un BDR, comme on vient de dire. Pour vérifier les rôles des routeurs OSPF, on peut utiliser la commande show IP OSPF interface pour savoir exactement ce qui se passe. Donc, par exemple, ici, on revient là, sur le show IP OSPF interface du gigabit 000 sur R1. On voit à ce moment-là que son état, c'est un Drudder, donc il n'est ni un DR ni un BDR. Sa priorité, c'était 1. Le routeur désigné, c'est celui qui porte le numéro 3.3.3.3, puis qui correspond à cette interface-là. Le routeur de secours, désigné de secours, c'est le 2.2.2.2. Bon, ici, c'est quand même beaucoup plus d'informations. Ça a été coupé juste pour que ça rentre dans l'image. On voit qu'il compte qu'il y a 2 voisins, qu'il y a 2 contiguïtés qui ont été formées. Puis ces 2 voisins, ça donne qu'ils sont juste 3. Là. Donc c'est le routeur de secours, puis le désigné de secours et le routeur désigné. Si on fait le même exercice, mais sur le routeur R2, R2, on se rappelle, c'est le BDR dans la situation présente. Donc on voit justement son état BDR, priorité 1. Les informations sur le routeur désigné, puis le routeur désigné de secours, le nombre de contiguïtés avec les voisins qui ont été détectés, puis c'est qui nos voisins, puis il spécifie lequel, dans ce cas-ci, que lui c'est un routeur désigné. Même chose sur R3. R3, on voit que c'est le routeur désigné, il y avait une priorité de 1, les informations sur DR, BDR, le nombre de voisins, le nombre de contiguïtés, puis c'est qui, justement, ces contiguïtés-là. On voit le 1.1.1 qui n'a aucune spécification, puis le 2.2.2.2 pour lequel on dit que c'est notre BDR. Pour vérifier nos voisins DR, BDR, à part de fonctionner sur chacune des interfaces qui pourrait être long, on peut utiliser aussi la commande show IP OSPF neighbor qui va nous informer au fond sur l'ensemble de nos relations avec les voisins. Donc, l'état des voisins dans les réseaux multi-accès peuvent être d'abord full Drudder, donc ça veut dire qu'on est un routeur DR ou BDR qui est entièrement adjacent à un routeur qui est non DR, donc qui n'a aucun rôle. Ces 2 voisins peuvent échanger des paquets Hello, des mises à jour, des demandes, des réponses et des accusés de réception. Donc, on est rendu dans l'état full. Ensuite, on a le full DR. Ça veut dire qu'on est un routeur qui est entièrement voisin au DR qui est indiqué dans la relation. On verra ensuite, là, il y a des informations à côté du full DR. Bon, ces 2 voisins peuvent échanger des paquets Hello, mises à jour, demandes, réponses et accusés de réception. Même principe pour le full BDR. Ensuite, on a le two-way Drudder. Donc, ça veut dire qu'on est comme 2 routeurs non DR qui ont une relation de voisinage. Donc, les voisins peuvent échanger des paquets Hello dans ce cas-ci. Bon, on se rappelle que dans les réseaux multi-accès, normalement, la relation qu'on devrait avoir une fois que le processus a terminé, ça devrait être l'état full.
Mais on pourrait rester dans un autre état si on a des problèmes au niveau des contiguïtés. Bon, l'exception à ça, c'est le two-way, qui est normal sur un réseau de diffusion à accès multiple, où on a par exemple deux non-DR interreliés. On se souvient, eux, au fond, ils veulent envoyer les messages vers le DR, puis le DR nous renvoie le message. Finalement, ben, ça se peut que pendant le processus d'élection du BDR, il y a deux élections de BDR qui se produisent parce qu'en réalité, on vous parle de l'élection du DR, mais en réalité, ce qui arrive, c'est qu'on fait l'élection du BDR. C'est tout le temps une élection de BDR qui se produit. Donc, quand on commence, il y a le premier BDR qui va être élu, puis lui, s'il détecte qu'il n'y a pas de DR, ben, il se promeut automatiquement DR. Puis ensuite de ça, ben, vu qu'il n'y a plus de BDR, il y a une deuxième élection qui part pour trouver le deuxième plus prioritaire, puis ben, on trouve finalement le deuxième BDR. Donc, puis on avait vu aussi automatiquement le BDR devenait un DR s'il détectait l'absence du DR. Puis ben, ça relance encore une fois le processus d'élection d'un BDR. Ce qui veut dire qu'au fond, on peut aussi avoir le full drawer ou le two-way drawer qui va être fait avec un routeur qui serait un BDR, mais ça sera temporaire là, le temps que le processus termine. Une fois terminé, ben, on devrait voir la relation avec un BDR comme étant un full BDR. Ici, si on fait l'analyse justement par rapport à la topologie qu'on venait de voir, on avait nos trois routeurs sur un commutateur. On peut voir pour R1, si on fait show IP ou SPF neighbor, ben lui, il voit ben, le 222 comme un full BDR, puis le 3333 comme un full DR. Si on a le neighbor, la relation, puis ben, les informations sur l'interface, sur les adresses, puis ben, c'est quoi le dead time par rapport à ça. Si on fait la même sortie de commande pour R2, ben, dans ce cas-ci, on peut voir le 1.1.1.1, notre routeur R1, ben, lui, on dit, ben, j'ai une relation full Drudder avec lui parce que ben, c'est le 1.1.1.1, c'est un DR order. Donc, c'est notre relation avec ça. Puis, ben, on se rappelle que R2, là, c'est notre BDR. Puis lui, ben, il y a une relation avec 3.3.3.3 qui est un full DR. Comme on se souvient justement, la sélection là, du DR-BDR vont être sélectionnés sur les critères suivants dans l'ordre qui est indiqué. D'abord, ben, on va regarder les priorités, hein, parce que souvent on parle du RID, là, mais c'est parce qu'on suppose souvent que les priorités sont restées à 1, la priorité par défaut. Mais en réalité, la première chose qui est considérée évidemment avant le RID, c'est donc la priorité. La priorité, ça peut être un nombre qui va être compris entre 0 et 255. Si la valeur de la priorité de l'interface est définie à 0, on peut faire ça de façon volontaire pour s'assurer qu'un routeur devienne ni DR ni BDR. Sinon, ben, si on augmente la priorité sur seulement qu'un routeur, ben, on peut s'assurer que ce soit lui qui est le DR. Donc, à partir du moment où que tout le monde, par exemple, tous nos routeurs utilisent la priorité par défaut de 1, ben on s'en va à l'autre méthode de sélection qui, elle, utilise le RID. On va utiliser le RID le plus élevé à ce moment-là. Bon, priorité, c'est la priorité la plus élevée qui gagne. Même chose pour le RID, c'est la priorité, c'est le RID le plus élevé qui va déterminer qui va être choisi comme le DR, puis qui va être choisi comme le BDR. Donc, comme j'avais mentionné précédemment, en réalité, ce qui arrive, c'est que le processus, c'est tout le temps l'élection d'un BDR. Puis on commence par élire un BDR. Lui, il détecte qu'il n'y a pas de DR sur il n'y a pas de relation de DR avec personne. Automatiquement, il se promeut automatiquement DR. Puis ça relance un deuxième processus de sélection pour choisir le deuxième. Parce que, évidemment, la sélection ne se fait pas comme ah, regarde, moi, j'ai un plus élevé, mais pas le plus élevé de la gang. Donc, c'est la façon la plus simple, au fond. Ben, on trouve le plus élevé de la gang. Il devient ensuite le DR. Ensuite, on relance le processus, il choisit le BDR. Évidemment, ça se fait super rapidement, donc ça nous apparaît comme un seul processus, mais en fait, il y a deux processus. Pour l'identifiant, on se rappelle que d'abord, il peut être configuré de façon manuelle. Sinon, il va être utilisé en utilisant l'adresse IP de bouclage la plus élevée sur le routeur. S'il n'y en a pas d'adresse de bouclage, automatiquement, il va pivoter sur la sélection de l'adresse IP active la plus élevée sur le routeur. Dans notre topologie de référence, ben, on suppose que toutes nos priorités sont à 1, donc la sélection se fait à partir de notre identifiant. Dans ce cas-ci, l'identifiant le plus élevé, c'était celui de R3, qui devenait notre routeur désigné, et le deuxième, c'était le R2, avec son deuxième plus haut, qui devenait le BDR, puis notre R1, qui était un DR
AirHolder. Bon, il faut savoir que dépendamment de la façon dont les systèmes sont mis à jour, une fois que la sélection du DR est faite, c'est fait. Donc, si par exemple, on allume R2 plus tard, ben, ça se pourrait que R1 soit choisi comme BDR, même si R2 en finale représente un RID plus élevé. La seule façon qu'on pourrait retourner ce rôle-là vers R2, ben, ça serait de relancer les processus là, sur l'ensemble des routeurs ou ben, qu'il y ait un événement particulier qui survienne. Même chose, là, si on introduit un nouveau routeur avec une priorité qui serait supérieure à 1, là, ben, même chose. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un événement d'élection pour qu'il soit choisi le prochain. Sinon, ben, sinon, la seule façon, ça serait de relancer les processus sur chacun des routeurs. Ainsi, le DR, une fois qu'il est choisi, ben, il va rester le DR jusqu'à ce que l'un des événements suivants survienne. D'abord, le DR tombe en panne. Sinon, le processus OSPF exécuté sur le DR échoue ou s'arrête, ce qui fait en sorte, au fond, que c'est l'équivalent d'une panne vue des autres. L'interface à accès multiple sur le DR échoue ou est désactivée, encore une fois. Donc, ce qui ferait en sorte que les autres ne recevront plus les messages Hello, ce qui fait en sorte que le BDR va prendre la relève. Donc, en cas de panne du DR, le BDR devient automatiquement le DR, même si un autre drawer de priorité ou d'idée supérieure a été ajouté au réseau après l'élection initiale. Donc, c'est vraiment là, un transfert direct. Le BDR devient automatiquement le DR dès qu'il n'y a plus de DR. Par exemple, à ce moment-là, ben, l'élection du prochain, donc du BDR, pour remplacer le BDR qui est maintenant rendu le DR, ben, elle, évidemment, va considérer le nouveau routeur là, parce que c'est un nouveau processus qui est lancé dès qu'il y a un changement de rôle. Ici, on a le scénario justement où le DR échoue, ce qui fait en sorte que R2 automatiquement qui est déjà préélu, hein, qui était le BDR, va automatiquement pivoter vers le rôle de DR. À ce moment-là, ben, ça permet au fond de continuer à fonctionner puis de se mettre à élire le prochain, donc celui de rechange, qui tombe ben, dans ce cas-ci R1 parce que R3 n'est pas disponible. Donc le prochain, ça devenait R1 dans ce cas-ci. Si plus tard, ben, R3 redevient en fonction, mais il ne va pas reprendre son ancien rôle, donc il n'y a aucune modification qui est faite. DR continue, le R2 continue à assumer le rôle de DR, R1 continue à prendre le rôle de BDR, puis ben, il n'y aura pas de changement tant qu'il n'y aura pas de nouvelle élection par rapport au rôle de R3 qui est maintenant un DR holder. Comme on disait, si on ajoute un nouveau routeur, par exemple ici le routeur R4 qui a un RID supérieur à tout le monde, même chose, donc il n'y a pas de nouvelle élection qui est relancée, aucun changement de rôle. Ça se fera uniquement s'il y a une prochaine élection de BDR. Si jamais par exemple R2 devenait non fonctionnel, R1 deviendrait le DR, il y aurait une nouvelle élection. À ce moment-là, R4 deviendrait le BDR. Ah, ben c'est justement dans ce scénario-ci qu'on voit ça. Donc ici, on a R2 qui vient de tomber en panne, mais maintenant, on avait R4 qui avait un RID, puis on se pose encore une priorité de 1, donc un RID supérieur aux autres. Ben, c'est lui qui devient le BDR parce que R1, lui, est tombé le routeur désigné automatiquement. Bon, si on ne veut pas laisser le RID choisir, on peut utiliser la commande IP ou SPF Priority. Donc, si les priorités des interfaces sont identiques sur tous les routeurs, le routeur dont l'ID est le plus élevé, c'est celle qui est choisie comme DR. C'est possible de configurer l'ID de routeur de façon à influencer la sélection du BDR, comme on a vu. Mais ça complique quand même la gestion puis la façon d'attribuer ces numéros d'identification-là pour s'assurer de certains rôles. Donc, ça peut devenir quand même assez complexe là, quand on va être dans un grand réseau. Ce qui va être recommandé dans ce cas-ci, si on veut vraiment définir certains routeurs comme étant les routeurs DR, BDR, ben, c'est d'utiliser la priorité configurée pour certains des équipements. Pour définir la priorité d'une interface, on va utiliser la commande IP OSPF Priority puis la valeur, où la valeur peut être de 0 à 255. Bon, c'est la valeur la plus haute, comme on avait dit, qui va déterminer le DR, BDR, mais automatiquement, dès qu'on met plus que 1 puis qu'on est le seul à être configuré avec une valeur supérieure à 1, on devient le DR sur cet embranchement-là. La valeur 0 va empêcher l'interface de devenir le DR, BDR pour cette section-là, encore une fois.
Ici, on a un exemple où dans la topologie, on va configurer avec la commande IP OSPF Priority pour modifier les rôles DR, BDR. Donc R1, on veut qu'il soit le DR, puis on va configurer sa priorité à 255, puis R2, on veut qu'il soit le BDR, puis on va conserver la priorité de 1 par défaut. R3, on veut qu'il soit jamais ni DR ni BDR, puis on va lui mettre la priorité de 0. Donc ici, on peut modifier R1. Donc on s'en vient en configuration globale, on s'en vient dans l'interface gigabit 000. Bon, on se souvient, là, ça c'est une configuration qui est faite directement sur l'interface. Hein, ça ne peut pas être global là, parce que le même routeur peut être relié sur différents types de connexions. Donc on ne veut pas que la priorité soit générale, on veut qu'elle soit par interface. C'est pour ça que c'est une configuration faite sur l'interface. On pourrait aussi avoir un routeur qui est d'un côté un DR, puis d'un autre côté un BDR, donc dépendamment de ce qu'on a fait sur une autre interface. Donc ici, on revient à notre exemple, l'interface gigabit 000, on rentre IP OSPF Priority 255, comme on a dit, on voulait que ça soit lui le DR, on ne peut pas faire mieux que 255, on sort de là. On s'en vient dans R3, puis lui, ben, on fait la modification avec priorité 0, on s'assure qu'il ne participe pas au processus, puis R2, on n'a rien à faire parce qu'on veut la laisser par défaut. Ensuite, on doit exécuter la commande Clear IP OSPF Process sur tous les routeurs. Ici, on en illustre seulement qu'un, mais vu que c'est une élection, il faut que ce soit tout le monde qui le fasse. Donc, on s'en vient sur tous les routeurs, puis on fait Clear IP OSPF Process, on exécute ça, puis automatiquement, la réélection va se faire. Maintenant, la sortie de la commande Show IP OSPF Interface gigabit 000 sur R1 confirme que R1 c'est maintenant notre DR. On peut voir ici Show IP OSPF Interface gigabit 000. On voit maintenant son état, c'est le routeur désigné, sa priorité c'est 255. On est maintenant rendu à la deuxième activité Packet Tracer de cette section-ci, et la dernière d'ailleurs. Donc, c'est le Packet Tracer 2.3.11 qui nous permet de faire des configurations, là, ici dans un exemple de configuration avec multi-accès. Donc, on a un commutateur, nos 3 routeurs, puis ben, ils ont aussi des loopbacks d'activer, puis on va s'amuser un peu avec ça. Donc, d'abord, ils vont faire examiner les rôles DR, BDR avec les commandes qu'on a vues, observer les changements des rôles lorsqu'il y a un changement dans le réseau. On va modifier la priorité pour contrôler les rôles puis forcer une nouvelle élection. Puis ensuite, on va vérifier que les routeurs remplissent bien les rôles souhaités avec, ben, entre autres, là, des commandes de vérification. C'est maintenant la fin pour la première partie. Vous pouvez aller faire vos activités de Packet Tracer.